Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être à l'écoute, merci de nous suivre, merci de continuer à suivre notre plateforme. Mon nom est Jackson Germain, on est content de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus pour la présentation de cette émission Rendez-vous au sommet. Ça nous fait plaisir de savoir que vous aimez ce qu'on fait. On adore aussi de lire vos messages, vos commentaires. Merci franchement de nous supporter. Je pense que c'est un atout spécial, un atout particulier qu'on a, évidemment, de savoir que vous êtes toujours là à nous suivre, à nous envoyer des messages assez intéressants. Merci, on est très contents et on va continuer le travail parce que c'est ça qu'on fait, on aime faire ça. Donc on va continuer justement à faire le zoom ou à mettre de la lumière sur les éléments de notre communauté parce que comme on aime le dire, on est là longtemps. Donc on doit continuer à travailler, à impacter la province, à impacter le Canada. On a la tête pour ça, on a la compétence pour ça. Il nous faut seulement nous organiser beaucoup plus, il nous faut mettre beaucoup plus de discipline dans nos actions, essayer tout au moins de cimenter, de créer ce ciment dans notre communauté et c'est ce qui va nous permettre justement d'arriver à faire impact et à grandir parce que le rendez-vous c'est au sommet et on doit continuer justement à travailler très fort pour cela. Donc à l'antenne c'est Jackson et Déa. Bonsoir Déa, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Bonsoir Jackson, j'ai passé une excellente semaine et comme tu as dit, on est à Rendez-vous au sommet, c'est notre rendez-vous pour rassembler les gens on voit qu'ils méritent cette lumière, qu'il y ait une lumière sur eux, que nous on puisse apprendre d'eux, qu'ils puissent apprendre peut-être de nous si on a assez de chance. Et aujourd'hui on a un auteur, un poète et vous savez les femmes haïtiennes, on aime la poésie, c'est comme ça, hein? Tu touches le cœur d'une femme haïtienne avec une belle poésie. Donc, on a un poète avec nous, John Wesley Delva. Exact. Donc, Delva, je rappelle, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus à Montréal, mais même en Haïti. Il est connu de quasiment tout le monde. Ouais, c'est exactement ça. Donc, il a déjà 6 recueils à son actif. Il va signer dans pas long. Cet été justement un dernier le prochain justement le tout nouveau bébé de Delva, c'est assez intéressant. Exactement, et silence justement. Alors je rappelle en termes de parcours académique, Delva a fait des études en droit à l'Université d'État d'Haïti. Il a aussi étudié la sociologie à l'ethnologie, toujours de la faculté de l'Université d'État d'Haïti. Il a aussi fait des études, un bac en communication politique à l'Université de Montréal, ça c'est ici à Montréal, et aussi il a eu beaucoup de prix, plusieurs prix justement, prix international de poésie à l'Université de Sorbonne en France, aussi finaliste de prix création de la création Radio-Canada et aussi lauréat prix Antidote Montréal. Donc aujourd'hui on est heureux, content, fier de recevoir à notre espace John Delva et c'est certain que l'objectif c'est non seulement de vous faire connaissance à ce monsieur qui est, comme je le dis, un auteur assez prolifique, mais aussi de faire de la promotion pour cette activité qu'il va organiser cet été, début du mois de juillet. On va vous donner la date tantôt. Delva, bonsoir, bienvenue à notre espace Rendez-vous au sommet. Bonsoir Jackson, bonsoir Théa. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir et merci de l'invitation. Très bien. Alors, vous êtes auteur, c'est certain. On est content de savoir que... Parce que moi, je suis de Jérémie, j'aime dire ça. Jérémie... C'est la cité des poètes. Exact. Alors, vous deux, vous êtes de Jérémie? Non, moi, je suis de Petit-Gouave. Exact, Petit-Gouave. De la même ville que Daniel Laferrière, d'ailleurs, qui est mon idole. Exactement. Et puis, alors, disons que c'est le sud, hein, c'est le grand sud. Mais alors, Jérémie, dans le temps, quand on veut gagner, Déa a compris ça très bien. Quand on veut avoir le cœur d'une femme, eh ben, il faut passer par, tu vois, il faut jouer avec les mots, il faut jouer et très certainement parce que pendant longtemps, notre pays, ça a été un pays de lettres. On adore les lettres. Mais il faut reconnaître aussi, Delva, présentement, on n'a pas le même engouement pour la littérature, on n'a pas le même engouement pour la poésie, mais toi-même, pourquoi tu continues, tu gardes le flambeau? Mais ça ne date pas dire en fait ce manque d'engouement pour la poésie. Par exemple, dans la Grèce antique, on chassait les poètes de la cité. On les accusait de sophistes. Donc, on n'aimait pas les poètes depuis longtemps. En tout cas, mais le poète, c'est un être
qui veut sortir de l'ordinaire et qui veut porter une parole, on va dire une parole nouvelle. Et on parle n'importe comment, tout le monde parle à la fois. Il y a une espèce de cacophonie dans le monde, mais le poète, il parle une parole que le commun des mortels ne parle pas. Et l'outil sur lequel il s'appuie pour faire ce travail, c'est les mots. Donc le poète, il travaille les mots, il fait des mots ce qu'il veut, et il a cette liberté aussi de créer un monde libre. Un monde où on peut s'émerveiller. Parce que le temps, il va vite. Maintenant, on est dans une société nord-américaine où c'est les factures qu'il faut payer, c'est le travail, c'est la routine. Mais la poésie, le poète, il se dit, mais arrête, pourquoi on va si vite ? On peut s'émerveiller devant une belle femme comme Déa, on peut s'émerveiller devant un coucher de soleil, on peut s'émerveiller devant la nature évidemment, devant un écureuil qui grimpe un arbre. C'est ça. Donc c'est ça. Mais quand on pense à la beauté du monde, quand on pense à ce qui fait de ce monde un monde merveilleux, on pense aussi à la poésie. Oui. Ça c'est intéressant. Alors, moi, je suis déjà émerveillé un tout petit peu parce que j'aime les mots, j'aime les lettres. Mais regarde, Delva, c'est certain que tu es à Montréal. Le parcours pour quelqu'un qui veut produire. Ok, là, on va voir la chose. C'est vrai, on va continuer à parler de littérature, mais prenons la chose de façon très, très pragmatique. Est-ce qu'il y a des maisons d'édition dans notre communauté qui accompagnent ceux qui ont ce goût d'écrire, de produire justement des textes littéraires comme toi? Absolument. Il y a plein de maisons d'édition, mais les politiques éditoriales et les maisons d'édition, ça devient de plus en plus compliqué parce que, par exemple, moi, j'ai malgré les prix que j'ai eus, et ben écoute, je n'arrivais pas vraiment à trouver une maison d'édition pour me publier parce que on me dit il y a tellement de manuscrits, il y a tellement de machins, donc ça c'est un petit peu compliqué. Mais il y a des maisons d'édition, par exemple, qui encadrent les jeunes. Par exemple, Mémoire d'Ancré, je ne sais pas si tu connais, une maison d'édition dirigée par Rodney Saint-Éloi. Donc il encourage surtout les autochtones. Pas forcément des afro-descendants, mais quand même c'est une maison d'édition qui fait un travail assez important. Mais il faut dire aussi que moi je dirige une collection d'une maison d'édition à Paris, c'est les éditions Milo. D'ailleurs mon dernier livre, Je ne maudirai pas la tempête, a été publié chez les éditions Milo. Donc c'est voilà. en France, c'est basé en France. C'est basé en France. Mais à Montréal, je crois, il y en a plein de maisons d'édition qui accompagnent les jeunes. Il y a Mémoire d'Encrier, il y a Sidika. Oui, Sidika, en ce qui concerne notre communauté, mais par exemple dans l'autre communauté il y a édition Mal d'Aurore, et c'est cette édition qui organisait le concours Antidote, et c'est à l'issue de ce concours que j'étais lauréat bien sûr, et il y a plein d'autres, il y a écrit des Forges qui est une édition purement poésie, ça ne publie que de la poésie. Donc évidemment, il y a une pléthore de maisons d'édition qui encadrent et qui évidemment qui promeuvent la production écrite. La production écrite. Voilà. Ok, tu as dit tout à l'heure que les poètes parlent un langage que le commun des mortels ne parle pas. Et je dois dire que c'est vrai parce que des fois les poètes, c'est eux qui nous donnent les mots qu'on n'arrivait pas à trouver pour décrire certaines choses. Et dans le titre de ton livre qui est Je ne maudirai pas la tempête, juste le titre est tellement évocateur. Oui. Et c'est ce que j'aime. Je pense qu'il y a un besoin de poésie pour qu'on puisse exprimer ces choses. Et aussi, je vois que dans différentes de tes œuvres, il y a comme une nostalgie ou bien comme un sentiment que la diaspora peut vraiment comprendre, le sentiment du voyageur exilé, la sociologie de l'immigration. Donc c'est simplement pour dire que je trouve que oui, c'est vrai que le commun des mortels ne parle pas le langage des poètes, mais en même temps, le commun des mortels comprend le langage des poètes. Tout le monde le ressent. Absolument, parce qu'on est dans l'émotion. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de créer de l'émotion chez le lecteur. Le lecteur qui lit, par exemple, Je ne maudirai pas la tempête, et il est surpris.
Et notre rôle, c'est ça, c'est surprendre le lecteur. C'est sortir le lecteur de sa situation de confort et de voyager avec et lui. de lui permettre de voyager, comme tu le dis, absolument, de lui permettre de voyager. Et par exemple, quand tu lis un texte journalistique, c'est tu lis exactement ce que tu vois. Ça ne permet pas de voyager. Par exemple, le président, il est arrivé aujourd'hui à Montréal, il a pris la parole. Donc ça fait aucun effet sur toi. Mais quand tu lis, tu es belle comme le soleil, ou je t'aime comme une maison qui brûle. Pour reprendre Georges Castera, mais ça te dit waouh. Et c'est ça que le poète il est allé chercher, c'est ce waouh-là. C'est cet effet de surprise. Et je me souviens de ce vers de D'Hervillers, un vers de terre amoureux d'une étoile. C'est un peu paradoxal parce qu'il n'y a pas moyen pour un vers de terre de faire la cour à une étoile, mais vous voyez. Mais on voit c'est vraiment imagé. Exactement. Vraiment imagé. Voilà. Exactement. Mais toi-même, c'est quoi qui t'attire? C'est quoi qui t'inspire à produire? Parce que c'est vrai, il y a des gens, c'est comme elle a dit, on dirait que le côté immigration, quelque part, ça te met sur la piste pour pouvoir produire tes textes. Est-ce que c'est exactement ça? En fait, je suis face à un double impératif. C'est d'abord un impératif d'engagement, c'est-à-dire ce qui se passe dans mon pays m'interpelle. Par exemple, la misère, les gens qui crèvent de faim, etc. Tout ça, en tant qu'Haïtien, ça me prend par les tripes et ça me porte à écrire. Ça, c'est, en tout cas, la situation de mon pays, c'est une source d'inspiration pour moi. Et l'autre impératif, c'est un impératif de beauté. Et ce que l'autre, en fait, c'est Sartre. Jean-Paul Sartre, il parlerait d'un impératif esthétique. Donc, je crois que le monde a besoin de beauté. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Le monde a besoin de s'émerveiller. Et à un certain moment, par exemple, j'ai passé toute la journée à travailler, j'étais dans la rue. Et rendu à la maison, j'ai besoin maintenant par exemple, d'écouter un Michel Sardou, de lire un Georges Castera qui me dirait, par exemple, que ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, mais avec ma voix de tambour assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des Gamériens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Et à écouter cette parole, ça te dit, écoute... Mais ça t'apaise, au fait. Ça m'apaise, c'est apaisant. Donc, c'est-à-dire... on a autant besoin de beauté que d'évasion. C'est-à-dire, et c'est ça le poète qu'il fait comme travail, et c'est ça que j'appelle aussi cet impératif esthétique. On crée le beau, on crée le sublime. Et il y a ce besoin dans ce monde, et j'en suis conscient. Mais Delva, moi je pense que tu dois parler beaucoup plus. La raison est simple, c'est que notre jeunesse est restée accrochée à un téléphone, TikTok, des choses comme ça. Mais ça, c'est thérapeutique, tout ça. Vous voyez, on n'a même pas besoin d'aller voir un thérapeute on écoute tout ça et ça. Et c'est pour ça que je pense, tu as parfaitement raison. C'est pour ça que je pense à créer un espace d'humanisation du numérique. Il y a en fait Roger McNamee qui a écrit un livre qui s'appelle Facebook, une catastrophe annoncée. Il parle d'une forme de déshumanisation à partir du numérique, à partir des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il entend par déshumanisation? C'est le fait que, par exemple, on a chacun un téléphone intelligent et on a l'impression que le téléphone est plus intelligent que nous. Exactement. Et c'est le téléphone qui nous mène. Mais oui, c'est vrai. Donc maintenant, il nous interpelle sur la nécessité d'humaniser ou de réhumaniser les espaces numériques, c'est-à-dire faire des émissions comme celle-ci, animer des émissions littéraires, encourager les jeunes à la lecture, etc. Et c'est pour ça que moi, je pense très bientôt à créer un espace comme ça. Par exemple, des livres audio. Des livres audio. Et je pense à déjà, j'ai un projet qui s'appelle Slamicité. Ça veut dire quoi? Slamicité, c'est en fait slam dans la cité. Autrement dit, c'est slam pour la diversité. Donc, je vais réunir poètes et slameurs. On va faire un CD et on va parler poésie. On va chanter la beauté des femmes. On va chanter la beauté du monde, la beauté de la nature. Parce qu'il n'y a pas seulement des catastrophes naturelles dans le monde. Il n'y a pas seulement des corrompus, des dirigeants corrompus. Il n'y a pas seulement de la guerre. C'est ça. Mais il y a aussi un monde merveilleux aussi. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. C'est Armstrong qui chante A Wonderful World. C'est-à-dire, le monde est à ce côté merveilleux aussi.
Donc, moi, je ne suis pas vraiment dans une espèce de pessimisme. C'est-à-dire, comme tout est mauvais, tout est négatif, il y a le monde. Il y a certaines personnes, quand ils parlent, on a l'impression qu'on est dans une espèce d'apocalypse. Oui. Exact. Donc là, c'est comme tu refuses de suivre le courant. Tu refuses c'est comme de suivre la foule par rapport au fait que tout le monde s'intéresse à des choses, mais toi, tu prends le contre-courant. Absolument. Le monde a aussi ce côté merveilleux. Ouais. Le monde est beau. Et il y a de bonnes personnes dans la vie. Mais mine de rien, petite parenthèse, c'est par rapport à ça on a pris la décision de mettre sur pied ce projet, cette plateforme, de créer cette plateforme, parce qu'on s'est dit, quand on regarde Internet, on voit les gens, s'ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et c'est moi, je dis, regarde, pourquoi ne pas essayer de proposer? On s'est dit, même si on a 10 personnes qui nous suivent, ben, ça ne nous dérange pas, au moins on peut sauver, exactement. Vous voyez? Et là, vous nous donnez raison, effectivement, parce que au lieu de suivre la foule, mais vous proposez quelque chose. Et là, le fait de chanter ça absolument, tout le temps, c'est certain que ça va faire une différence. Absolument. Oui, ça va faire la différence. C'est ça. Alors, je rappelle à tous qu'on est en train de suivre Rendez-vous au sommet. À cette émission, aujourd'hui, on reçoit John Wesley Delva, poète, écrivain, déjà 6 recueils à son actif. Il va signer dans pas long Mots et silence éphémère. Donc j'espère que tout le monde, vous allez participer avec lui pour l'encourager, parce que de toute façon on a besoin de la poésie. Il vient de nous dire que la poésie ça peut apaiser, ça peut aider, ça crée des images, je dirais. C'est certain qu'en écoutant Delva, là il est en train de transmettre des images auditives, parce que là il essaie de vous montrer la beauté de la chose. Donc on est content de le recevoir aujourd'hui, et c'est ça qu'on dit, on n'est pas si bête que ça, on a de très bonnes têtes dans notre communauté, et c'est à nous de mettre la lumière sur eux autres et de vendre leur travail, de vendre ce qu'ils font justement. Alors Delva, côté économie, au fait, est-ce qu'on peut vivre de ça? Bon, en fait, le monde n'est pas seulement n'est pas économie seulement. Le monde n'est pas seulement finance. Le monde est aussi un coucher de soleil, j'en ai parlé. Le monde, c'est aussi ce sourire d'un enfant. Mais il faut produire. Il faut produire, parce que quand tu vas à une maison d'édition, il faut payer. Il faut payer, par exemple. Mais je suis aussi dans cette forme de... en fait, je crois que... au moment où nous sommes aujourd'hui, il faut que les artistes, du moins les poètes, vivent de leur art. Et j'aime dire à mes amis, ce n'est plus le moment où les poètes meurent pauvres. Parce qu'on avait l'impression au début que les poètes, c'est des gens pauvres. Mais maintenant, il faut créer une dynamique pour que l'on puisse vivre de son art, de ce qu'on fait. D'où la question du droit d'auteur. C'est-à-dire, si je produis quelque chose, donc il faut absolument que je protège mon œuvre et que je puisse bénéficier financièrement de ma production. Et donc voilà. Bon, aujourd'hui, je peux pas dire, par exemple, moi je vis pas de la poésie. Je le fais par amour, je fais de la poésie par amour parce que je l'aime, c'est ma passion. On ne vit pas de ça, mais je pense qu'on peut vivre de ça. Il y a des poètes qui vivent de leur art. Par exemple, je connais Louise Glock, c'est un prix Nobel de littérature. Et en fait, ses œuvres sont vendues à plusieurs milliers et millions même d'exemplaires. Et ça a rapporté quand même quelque chose. Et la petite, comment elle s'appelle encore, elle a déclamé un poème à l'occasion de l'investiture de Joe Biden. Elle est américaine. Très jeune, Samantha, Amanda, une chose comme ça. Et après cette déclamation fulgurante, elle a eu tellement de contrats, tellement de maisons d'édition qui la sollicitaient. Et je n'ai pas de chiffres, mais je crois qu'elle a ramassé beaucoup de sous. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le numérique, l'Internet, si on est dans la publicité, dans le marketing, on force les gens à acheter, je pense que ça peut aider quand même à rentrer quelques sous. Ça, c'est intéressant. Mais c'est, comme je vous ai dit, c'est important parce que c'est vrai que tu ne vis pas de ça, mais c'est certain que ça va
impacter, ça va te donner une image. Parce que être auteur, c'est pas simple, quelque part. Oui, même symboliquement aussi. Par exemple, ça te permet de voyager, par exemple. Quand symboliquement, c'est pour reprendre Pierre Bourdieu qui parle de capital symbolique, ça te donne un certain capital symbolique. Quand tu écris, tu es écrivain, tu es invité partout, tu voyages. Par exemple, j'ai été invité à participer à un festival à Paris et j'ai voyagé, j'étais en Belgique, à Amsterdam. Mais écoute, c'est par rapport à ça. Ça, c'est pas de l'argent. Ce sont de belles expériences que l'argent ne peut pas te donner, bien sûr. Donc, il y a des choses dans la vie qui valent plus que l'argent. C'est ça. Ok. Donc, tout à l'heure, tu disais, en fait, je regarde tout le personnage que j'ai l'impression de voir et tu disais que tu avais des projets de peut-être des livres audio. Tu sais, je te verrais faire des méditations guidées. Des méditations guidées où les gens s'endorment le soir. Tu as une voix vraiment calmante. Merci. Tu as une belle voix. Et là, et ta vision de la sociologie, je pense que ça peut être un outil pour guérir beaucoup d'Haïtiens. Parce que ce conseil parce que je me voyais pas comme thérapeute, mais comme tu le dis, peut-être et j'aurai bientôt une nouvelle carrière. Mais en tout cas, si je suis capable de guérir des gens, mais avant, je me guéris moi-même. Oui, c'est ça. Parce que je suis capable de me guérir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, de ma plus tendre enfance jusqu'à un certain âge dans la vie. J'ai beaucoup souffert. J'ai connu pas mal d'épreuves. Mais vous savez, c'est grâce à l'écriture que j'ai pu surmonter tout ça. Et même pour mes premiers pas à Montréal, c'était hésitant. Tu t'imagines, tu as laissé ton pays, tu étais présentateur de télévision ou même le président de la République te regardait. Et d'un coup, tu es rendu dans un milieu où tu dois aller dans une manufacture. Commencer à zéro. Aller faire en tout cas, il n'y a pas de métier, oui, c'est certain. Mais quand même, ça frappe l'ego. Ça frappe l'ego. Tu es présentateur, tu es toujours en cravate, et puis maintenant tu te retrouves dans une manufacture en train écoute, c'est travailler les mains, en fait. De travailler les mains. C'est pas dégradant quand même, mais c'est parce que c'est pas dans mon habitude, c'est peut-être pas dans mon quotidien. Donc ça, c'est une forme de souffrance que j'ai connue. Par exemple, le froid, le climat, ça m'a vraiment choqué. Tu t'imagines, je viens d'un pays extrêmement chaud et j'arrive d'un coup dans un pays où il fait extrêmement froid. C'est les deux extrêmes, donc ça a choqué. Donc mais c'est grâce à l'écriture, à la poésie, que j'ai pu surmonter tout ça. Et c'est pour ça que je dis la poésie, c'est un exutoire pour moi. Donc la poésie me permet de me guérir moi-même. Et si j'arrive à guérir les autres, tant mieux. C'est ça. Maintenant, mot et silence éphémère. Parle-nous-en. C'est quoi, si tu veux, la toile de fond? Ça, qu'est-ce que tu traites à l'intérieur de... Bon, en fait, je parle de moi-même. Je suis dans le lyrisme parce que de toute façon, mon œuvre, ça tourne autour de moi, de ma petite personne. Bon, désolé de le dire. Non, mais parce que ça commence toujours comme ça. Il y a toujours un jeu derrière. En tout cas, c'est ma vision du monde, c'est ma philosophie, c'est les épreuves de la vie que j'ai connues. C'est les amours, les belles amours que j'ai vécues, c'est les déceptions aussi. C'est un peu de moi, c'est un prolongement de moi. Et mots et silence éphémère, c'est les mots, M-A-U-X, c'est aussi les mots, M-O-T-S. Et voilà, donc c'est l'expression d'un cœur pétri de douleur, mais c'est aussi un cœur qui a connu de moments, on va dire, exaltants. Et donc c'est un peu ça, mots et silence éphémère. Donc je dis ma vie, je dis ma joie, comme je dis mes peines et mes douleurs. Ok, mais est-ce que tu as quelques vers en mémoire? Eh ben non, mais si j'ai pas en mémoire, mais je peux me permettre de... C'est ça, exact. Ouais, de vous lire un petit extrait rapide, vite. Alors, on est veilleur d'horloge, au coucher du soleil, telle une veuve affaiblie par le deuil, mon cœur te cherche. Une feuille blanche tamisée de mots maladroits.
j'écris la nuit sans manière, en attendant que le temps fugue sous mes doigts endoloris. Où es-tu, petite fille de l'azur? Où es-tu, ma demoiselle de fleurs loquaces? À cette heure-ci, l'amour te cherche partout. L'amour te cherche, au pays des étoiles pucelles, au visage des gens qui passent. L'amour te cherche partout. Mon cœur est fou. Mon cœur est fou de contre-jour. Dans mes notes de musique, je reprends mes accords mineurs au dos de ma mémoire. Je veille au bout de ma rage. J'attends ta dernière chanson. Peut-être un opéra, peut-être un blues, peut-être un mot d'amour. Ou peut-être rien du tout. J'attends un archipel sous mes draps, un océan sous mon oreiller, une île sur mon corps, ou un pays enveloppé de rêves. Est-ce trop demandé, petite fille bleu ciel, veilleuse de nuit folasse? Aux ombres perverses, je dédie mon dernier chant, mon sommeil, mon silence, mon enfance. Revoilà la nuit avec sa part de silence. Merci. Super. Non, mais là, ça c'est super. C'est très bien dit. Super. Alors, pour te dire, c'est qu'on sera tous là avec toi pour cette activité. Merci. Mais maintenant, on va parler de l'activité laquelle? parce qu'il y aura une activité de vente signature. Dis-nous donc comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il y aura au programme de cette soirée de vente signature, Delva. Oui, en fait, ce sera une vente signature spectacle. Il y aura une vente signature, c'est-à-dire vous allez acheter le livre et je vais signer. Et après, il va y avoir un petit spectacle culturel avec la participation de plusieurs artistes comme mes amis Jean-Jean Roosevelt et B.I.C. Il y aura Emmanuela, Amy, elle va plus être là parce qu'elle m'a dit qu'elle sera pas à Montréal, mais elle se fait remplacer par Sabs. Sabs, elle est adorable, c'est une belle chanteuse et elle chante excellemment bien, donc c'est elle qui va remplacer Emmanuela. Il y aura plein d'autres poètes invités comme Franz Benjamin, Pierre-Emmanuel, Réginald Germain et un slammer qui a passé de présentation à Montréal qui s'appelle Psym. Donc ce sera une soirée, un bouillon culturel, littéraire. Donc ça va être de rencontres, de retrouvailles aussi. Des gens qu'on n'a pas vus peut-être pendant plus d'une dizaine d'années et puis qui vont peut-être se rencontrer ce jour-là. Ça va être super intéressant. Et c'est une façon pour nous autres de nous ressourcer aussi, de reprendre goût à la poésie, de reprendre goût, de développer encore ce réflexe de livre. Parce que en Haïti, je me rappelle, au secondaire, il y avait des clubs littéraires un peu partout. Tout le monde écrivait de la poésie. Oui, exact. Il y avait des clubs littéraires un peu partout. Mais on aimait aller lire, parler, déclamer, mais c'est plus le cas. Mais je pense que cette activité, évidemment, ça va aider à nous remettre en contact avec le livre, justement. En tout cas, Delva, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je t'avais dit, là, on sera là, nous autres, à cette activité. Mais la date, c'est quoi? La date, c'est le 6 juillet 2024 à la Maison d'Haïti. Maison d'Haïti, je crois que c'est... je n'ai pas l'adresse en tête. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tous, c'est à Saint-Michel. Donc, soyez à l'heure parce que moi, je vais être... je sais, la plus grande qualité des Haïtiens, c'est la ponctualité. C'est paradoxal. Donc, je sais que vous allez être là à l'heure. À partir de 17h, je vais être déjà devant la porte. Le prix du livre, c'est $30. Alors, vous payez $30 pour le livre et vous avez accès. Et vous avez déjà accès au spectacle. Au spectacle, donc, oui, c'est ça. Excellent. Alors, juste pour te demander ça, un conseil pour les jeunes par rapport au livre. Est-ce que vous pensez que le livre, c'est important? Oui, le livre, c'est important. Lisez tout ce qui vous tombe sous la main. Et parce que le livre, ça nous permet de voyager, ça nous permet de connaître le monde. Ça nous permet de rencontrer des lieux que peut-être nous n'allons jamais rencontrer dans la vie. Et ça peut augmenter notre culture, notre vision de la vie. Ça peut nous aider à nous humaniser, à aller vers l'autre. Et ça peut nous éviter ce que je pourrais appeler la passion égalitaire. Et ça peut nous dépouiller de ce sentiment haineux parce que quand on lit, on est plus humain. On a cette impression d'aller vers l'autre. Donc lisez.
Et aussi écrivez, parce que n'ayez pas peur d'écrire. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Daniel Laferrière, je suis allé dîner chez lui, et il m'a dit, tu sais, n'aie pas peur d'écrire des bêtises, et un jour tu finiras par écrire de bonnes choses. C'est ça. Donc écrivez. Au lieu d'aller emmerder les gens dans la rue, écrivez. Et c'est Dani qui disait aussi, et quand tu lis, tu es utile, tu rends service à l'humanité parce que tu fais silence. Parce que peut-être si tu étais dans la rue, tu pourrais emmerder quelqu'un, tu pourrais, tu sais, en fait, quand tu lis, ça, donc tu rends service à l'humanité. Voilà. Exact. Moi, j'ai une dernière question. Non, il y aura d'autres dernières questions. Ma dernière question. J'aimerais savoir, moi, j'aime tellement le créole. Est-ce que tu as des œuvres en créole? Bon, en fait, moi, j'aime pas. On peut parler créole. Pas écrit en créole parce que pas gain vraiment des cours créole parce que créole moi très mauvais. Ce n'est que récemment que j'ai un ami qui m'apprend à écrire créole vraiment parce que il n'est pas tellement accentué mais c'est très quand même grave de le dire, hein. Donc nous avons éducation, mon côté mon parler français et créole et la majeure partie et puis nous avons éducation qu'a fait en français. Bon, c'est toute un paradoxe, un contraste. C'est ça. Donc c'est ça qui fait que pas trop excellent et créole et qu'on peut n'ayez jamais peur d'écrire, disait Daniel Laferrière. D'écrire des bêtises. Ouais, c'est vrai. Bon, tu as raison. Mais peut-être la prochaine fois, bien le prochain recueil va être en créole. Ou bien peut-être 2-3 œuvres. 2-3 œuvres, bien sûr. Bon, on ne sait jamais. Mais j'écris aussi sur un roman. Et ce sera pour 2025. Excellent. Excellent. Alors, moi, j'ai cette question. Tu ne peux pas partir sans que je te pose cette question. Les intellectuels dans notre pays, ils ont toujours une implication directe, si tu veux, ou bien ils donnent toujours leur impression sur la chose publique, sur la gestion du pays, sur la situation du pays. Mais Delva, je sais que pendant longtemps, tu as travaillé dans l'actualité, si on peut le dire ainsi. Dis-nous donc, qu'est-ce qui peut être fait pour que notre pays commence, si tu veux, à sortir sa tête sous l'eau comme il est là maintenant? Ben, je crois que moi, je vais interpeller ou je vais faire appel à Jean Price-Mars dans La vocation de l'élite qui parlait de la responsabilité des élites. Et je crois que justement, il faut une prise de conscience des élites haïtiennes et sur la nécessité de refaire le pays, de changer le pays. Élites? Ben, les élites, Tu es une élite. Tu es une élite. Ben, c'est ça que je parle des élites, parce qu'il n'y a pas une élite, il y a plus. Durable sur 50 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Donc je crois aujourd'hui il est important que les élites de ce pays se mettent ensemble pour dégager une vision commune de ce pays, un plan de gouvernabilité et pour dire, ben voilà, dans telle période, quel progrès on va faire, quel résultat on va obtenir ensemble. Mais ça prend une prise de conscience collective. C'est vrai. Excellent. Merci encore une fois, Delva. C'est moi qui vous remercie. Merci de cette lumière, de ce coup de projecteur. Merci beaucoup. Excellent. Voilà, c'était donc John Wesley Delva, notre invité aujourd'hui. On a parlé de littérature un tout petit peu. On a parlé de savante signature. J'espère que vous allez tous répondre. Le 6 juillet. Exact, c'est le 6 juillet. Maison donc, d'Haïti. Maison d'Haïti. Il y aura BIC, Tison Diffé, Jean-Jean Roosevelt, des slammers. Et puis aussi, c'est une occasion pour supporter le travail de Delva. Je pense que c'est important de reprendre contact avec le livre parce que le livre, il a dit, c'est comme c'est le paradis, c'est une source de bonheur, une source de bien-être. Donc, on n'a pas besoin d'aller payer un thérapeute, mais on peut payer Fabiola, bien sûr, mais on peut aussi écouter, lire la poésie. On vient de voir l'extrait qu'il a lu, c'est vraiment, c'est profond. Donc, voilà, on vous encourage à participer et puis il faut supporter les membres de notre communauté.
les Juifs supportent les Juifs, les Japonais supportent les Japonais, les Indiens supportent les Indiens. Nous autres, on doit supporter les membres de notre communauté. Donc, on doit aller payer le recueil, supporter notre auteur parce qu'il représente notre communauté. Comme on dit, quand il y a quelqu'un qui fait du bien, il représente chacun de nous. Lumière tombe sur chacun de nous. Et aussi, quand il y a quelqu'un qui fait une bêtise, ben, ça salit chaque membre de cette communauté. Donc, on vous encourage justement à aller supporter le travail, honorer, applaudir le travail de John Wesley Delva. Delva, encore une fois, merci. Et Théa, ça a été un plaisir. C'est toujours un honneur de partager le micro avec toi. Merci. Comme d'habitude, c'est un honneur. Excellent. On vous donne rendez-vous semaine prochaine. On aura très certainement un autre invité. Allez, et à la prochaine.